et bienvenue dans le cours de français C1 de l'école Roudian. Je suis votre professeur Romain. Alors aujourd'hui on va faire un cours sur l'argumentation. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'argumentation ? Donc je vais commencer par vous lire la définition du dictionnaire Larousse. L'argumentation, c'est l'ensemble des techniques discursives destinées à provoquer ou à accroître l'adhésion de l'interlocuteur aux thèses qui lui sont présentées. On va expliquer un petit peu ça. Donc, l'ensemble des techniques discursives. L'ensemble ici, ça veut dire tout. Donc, toutes les techniques discursives. Discursive veut dire du discours. Donc, c'est les techniques de la parole ou les techniques de l'écrit. Les techniques du discours. Destinées à provoquer ou à accroître l'adhésion de l'interlocuteur. Être destiné à, ça veut dire qui a pour but. Donc leur but, c'est quoi ? C'est de provoquer. Provoquer veut dire créer. Ou accroître. Accroître veut dire augmenter. L'adhésion de l'interlocuteur. L'adhésion de quelqu'un à quelque chose, ça veut dire son accord. L'interlocuteur, la personne à qui on parle, est d'accord. Il adhère. Donc accroître l'adhésion de l'interlocuteur aux thèses qui lui sont présentées. Donc, l'argumentation, c'est donc toutes les techniques du discours qui ont pour but de convaincre quelqu'un, qui ont pour but de faire que quelqu'un soit d'accord avec nous. Donc, quand vous faites une argumentation, quand vous voulez convaincre quelqu'un, tout d'abord, il faut avoir un raisonnement logique, un raisonnement ordonné. Si vous parlez n'importe comment, personne ne va jamais vous croire. Donc, il faut faire attention à bien ordonner sa pensée. On va voir un peu comment faire ça en français. Donc tout d'abord, dans une argumentation, il y a la thèse et l'antithèse. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc la thèse, c'est l'idée défendue par l'auteur dans son texte. Par exemple, vous avez un auteur qui parle de l'informatique et qui dit que l'informatique apporte beaucoup d'avantages. Très bien. Sa thèse, c'est ça. C'est que l'informatique apporte beaucoup d'avantages. Donc comment faire pour trouver cette thèse dans un texte ou dans un document audio ? Donc pour trouver cette thèse, il faut se demander, il faut se poser la question, que veut démontrer l'auteur dans son texte ? Donc l'auteur, il écrit ce texte, pourquoi ? Pourquoi il écrit ce texte ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Donc si vous répondez à cette question, vous obtiendrez la thèse de l'auteur. L'antithèse, vous voyez, il y a le préfixe anti. Donc l'antithèse s'oppose à la thèse initiale. Par exemple, dans notre exemple de tout à l'heure, d'une personne qui disait que l'informatique a apporté beaucoup d'avantages, une antithèse serait de dire que l'informatique a aussi apporté beaucoup d'inconvénients, a apporté beaucoup de problèmes. Ça pourrait être une antithèse. Donc les thèses et les antithèses peuvent être implicites ou explicites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Implicite, ça veut dire qu'on n'explique pas la thèse. On ne donne pas la thèse. Explicite, ça veut dire qu'on donne la thèse directement. Par exemple, si c'est une argumentation écrite et que la thèse est explicite, alors on va écrire la thèse directement au début de l'argumentation. Si la thèse est implicite, on ne va pas écrire la thèse. Mais les personnes qui vont lire le texte vont bien comprendre quelle est la thèse. C'est pour ça qu'il faut faire attention, quand vous avez un texte ou un document oral, la thèse n'est pas forcément écrite ou dite dans ce document. Peut-être que l'auteur ne va pas donner sa thèse. Donc, rappelez-vous bien de la question que je vous ai donnée tout à l'heure. Que veut démontrer l'auteur dans son texte ? Pourquoi l'auteur écrit ce texte ? Pourquoi l'auteur fait cette conférence ? Et comme ça, vous pourrez trouver sa thèse, même si elle est implicite. Donc bien sûr, quand vous préparez une argumentation, il vous faut aussi une thèse. Et donc la thèse représente un peu l'idée principale que vous voulez défendre, l'idée principale que vous voulez expliquer ou démontrer. Ensuite, une fois que vous avez votre thèse, vous avez votre idée principale. Pour vous aider à la démontrer, il va vous falloir des arguments. Donc les arguments, qu'est-ce que c'est ? Pour démontrer, défendre ou appuyer une thèse, vous avez besoin d'arguments.
Donc démontrer quelque chose, ça veut dire prouver que quelque chose est vrai. Défendre, vous connaissez le sens. Appuyer, ça veut dire renforcer ici. Donc pour démontrer, défendre ou appuyer une thèse, vous avez besoin d'arguments. Les arguments permettent de justifier votre thèse et de convaincre d'autres personnes. Parce que le but d'un argument, c'est justement d'apporter des preuves à la thèse, de renforcer la thèse, d'aider la thèse. Donc ils permettent de justifier votre thèse en apportant des preuves et de convaincre les autres. Ensuite, les arguments ont une portée générale. Quand on fait un argument, on parle d'un cas général, pas d'un cas particulier. Par exemple, pour notre thèse de tout à l'heure, la technologie a apporté beaucoup d'avantages aux hommes. Premier argument, on peut dire, la technologie a facilité la vie des hommes. La technologie a rendu la vie des hommes plus facile. Vous voyez, ça, c'est un argument général. C'est pas un cas particulier. Un cas particulier, ce serait, par exemple, grâce à mon téléphone, je peux trouver une adresse facilement. Donc ça, c'est un cas particulier. On parle du GPS du téléphone. Si je dis la technologie ou les ordinateurs ont rendu la vie des hommes plus facile, c'est un cas général. Donc une fois que vous avez votre thèse, que vous avez trouvé quelques arguments, il vous faut des exemples. Alors les exemples permettent d'illustrer les arguments. Illustrer, ça veut dire imager. On peut aussi ici traduire par expliquer. Donc les exemples permettent d'imager, d'illustrer, d'expliquer les arguments. L'exemple permet d'exposer un cas particulier. Il permet de montrer la véracité d'un argument au travers d'expériences, d'applications réelles. Donc le but d'un exemple, c'est de prouver qu'un argument est vrai. Vous voyez dans la phrase, il permet de montrer la véracité. Véracité, c'est pour dire vrai. Donc c'est pour prouver qu'un argument est vrai, et pour ça on utilise des expériences ou des applications réelles, des choses qui se sont réellement passées, des choses qui peuvent se passer. Par contre, attention, pour fonctionner, un exemple doit être accompagné par un argument. On ne peut pas avoir un exemple tout seul, il faut un argument et un exemple. Donc l'exemple peut suivre un argument pour l'expliquer. Donc d'abord vous donnez votre argument, ensuite vous donnez un exemple pour expliquer cet argument. Dans ce cas-là, il est introduit par exemple, ainsi, tel que, etc. Et il est appelé un exemple illustratif, parce qu'il illustre, il donne une image, il explique un argument. Par contre, un exemple peut aussi introduire un argument. Donc, on commence par un exemple pour ensuite donner un argument. Donc d'abord l'exemple, ensuite l'argument. On peut aussi faire ça. À partir d'un exemple, on peut généraliser pour obtenir un argument. Il est alors appelé l'exemple argumentatif. Par exemple, si je dis une phrase comme « Aujourd'hui, les téléphones permettent de trouver n'importe quelle adresse très facilement. Les nouvelles technologies ont en effet facilité la vie des hommes. » Donc ici, vous voyez, je démarre avec l'exemple et je continue avec l'argument. Donc c'est un exemple argumentatif. Quand vous utilisez des exemples, il y a plusieurs types d'exemples possibles. On va voir quelques types ensemble pour vous donner des idées. Le premier, c'est l'exemple personnel. Donc on offre un témoignage direct, mais ça ne permet pas de tirer une loi générale. Donc un exemple personnel, c'est quelque chose qui vous est arrivé à vous dans la vie. On peut aussi utiliser un exemple littéraire. Par exemple, une référence à un film, à un livre, à une pièce de théâtre, à un tableau. Ça donne un support concret à un argument et ça permet de le développer. Donc on se base sur un livre ou sur un film pour tirer un exemple. Il y a aussi l'exemple historique qui permet un rapprochement avec le passé et en plus il a l'avantage d'être un fait avéré et d'être déjà analysé. Donc utiliser l'histoire pour donner un exemple, c'est un bon moyen
parce que c'est des choses qui se sont réellement passées, que tout le monde connaît. Et on peut tirer des cas généraux, on peut tirer des arguments de ces exemples. Il y a aussi l'anecdote. Donc, introduit dans l'argumentation une impression de vie et parfois une note d'humour. Une anecdote, c'est un peu comme un exemple personnel. C'est un tout petit fait qui s'est passé quelque part. Par exemple, vous pouvez dire par exemple, l'autre jour, j'ai un ami qui était perdu sur la route, il a allumé son portable et avec le GPS, il a trouvé l'adresse. Voilà, c'est une anecdote. On peut aussi utiliser des statistiques. Donc les chiffres, les données économiques, à condition d'être vérifiées, bien sûr, donnent un fondement scientifique au discours argumentatif. Donc vous avez sûrement vu à la télé, les gens qui font des discours, ils vont souvent utiliser des exemples basés sur des chiffres. Ça fonctionne extrêmement bien, puisque généralement, la plupart des gens, quand on leur donne un chiffre, ils pensent tout de suite que c'est la vérité. On peut aussi utiliser la fable ou le mythe, les légendes, qui permettent de rendre plus concrète une idée grâce à un récit. Donc on utilise une légende, par exemple, pour tirer un exemple. Enfin, on peut utiliser l'image ou la comparaison. Elles éclairent une idée difficile à comprendre en la représentant visuellement. Donc si vous utilisez une comparaison ou alors une image, ça permet de tout de suite comprendre votre argument. Parfois, on a des arguments qui sont très difficiles à comprendre. Donc une comparaison ou une image, ça permet tout de suite de voir, de comprendre l'argument. Mais avant de choisir des arguments, il faut choisir une stratégie. Une stratégie, c'est une méthode. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc une stratégie d'argumentation. Donc je vais vous présenter quelques stratégies d'argumentation. La première, c'est la réfutation. Réfuter, ça veut dire prouver que quelque chose est faux. Donc la réfutation consiste à examiner chacun des arguments avancés par une thèse pour en contester le bien fondé. Au terme de cette réfutation, l'auteur propose une thèse nouvelle qui formule son propre point de vue sur la question. Donc si vous choisissez une réfutation, vous choisissez une thèse, vous prenez tous les arguments de cette thèse et un par un, vous montrez qu'ils sont faux. Vous montrez que les arguments sont faux, un par un. Ensuite, à la fin, vous proposez une nouvelle thèse. Et cette thèse, c'est la vôtre. Donc cette stratégie s'appelle la réfutation. Vous pouvez aussi utiliser la concession. Donc la concession, c'est accepter un aspect d'une thèse adverse pour anticiper une éventuelle objection. Donc, dans ce cas-là, vous acceptez une partie d'une thèse, mais votre but, c'est de démontrer que la thèse n'est pas entièrement vraie. Il y a peut-être une partie de vrai, mais le reste est faux. Donc la concession se signale par des mots ou des expressions tels que les suivants. Par exemple, certes, mais. Donc un exemple, certes, les technologies ont facilité la vie des hommes, mais elles ont aussi amené des difficultés. Donc j'accepte une partie de la thèse, mais je vais montrer qu'il y a aussi des problèmes, que cette thèse n'est pas toujours vraie. On peut aussi utiliser « vous allez me dire que », mais je vous répondrai que. Par exemple, même exemple, vous allez me dire que la technologie a facilité la vie des hommes, mais moi je vous répondrai que elle a aussi apporté des problèmes. On peut utiliser aussi « certains pensent que », mais, donc exactement la même chose. Ou alors, on pourrait m'objecter que, mais. Donc vous avez vu, cette stratégie implique l'utilisation de beaucoup de « mais ». C'est un peu comme quand vous venez de dire à quelqu'un que vous êtes amoureux de lui et que la personne vous dit « tu es quelqu'un de très gentil, mais… » Je le déteste ce « mais ». Une autre stratégie, une autre méthode qu'on peut utiliser, c'est la confrontation. Donc la confrontation compare chacune des deux argumentations, montre les points de divergence et de convergence. Donc on compare deux argumentations, on montre les différences entre les deux, les divergences c'est les différences, et on montre aussi les convergences. Convergence, c'est les points communs. Elle aboutit à un point de vue personnel sur la question. Ça veut dire qu'après cette comparaison, on obtient un point de vue personnel sur le problème posé. Les deux thèses différentes ne signifient pas obligatoirement deux points de vue diamétralement opposés sur un même sujet.
Donc dans la confrontation, on compare deux thèses différentes, mais ces deux thèses sont pas forcément complètement opposées. Elles vont s'opposer un peu, mais pas forcément entièrement. Il peut aussi y avoir des points communs entre les deux thèses. Une autre méthode d'argumentation, c'est l'adhésion. Adhérer, ça veut dire être d'accord avec quelque chose. Donc l'adhésion épouse totalement la thèse développée par l'auteur. Marquer son adhésion à une thèse revient à en démontrer le bien fondé par des arguments. Donc quand vous utilisez la méthode, la stratégie de l'adhésion, vous montrez que vous êtes complètement d'accord avec une thèse. Et ensuite, vous utilisez les arguments et les exemples pour appuyer, pour renforcer votre point de vue. Enfin, la dernière stratégie qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'examen critique. Donc l'examen critique passe en revue les différents arguments qui étayent une thèse en montrant ses points forts et ses points faibles et en tirant un bilan de cette évaluation. Donc un examen critique, c'est un peu la méthode qui est utilisée en science. On va regarder tous les arguments un par un et on va dire sur ces arguments qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quels sont ses points forts, ses avantages, quels sont ses points faibles, ses défauts. Et enfin, on va faire une conclusion, on va faire un bilan après cette évaluation. Voilà, quand vous avez trouvé vos arguments, que vous savez comment vous voulez rédiger, quelle stratégie vous voulez utiliser, il faut commencer à élaborer un plan. Donc, je l'ai dit la dernière fois, le plan en France, c'est très 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 important. Quand vous écrivez un texte, surtout une argumentation, il faut vraiment qu'il y ait un plan logique et que votre argumentation soit bien ordonnée, bien construite. Sans un plan, votre argumentation sera mal structurée, ce sera très difficile à lire et très difficile à comprendre. Lorsque vous voulez argumenter, dresser un plan est indispensable pour avoir un raisonnement logique et convaincant. Une argumentation sans plan ne sera ni structurée, ni logique, ni compréhensible. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il existe plusieurs façons, plusieurs méthodes d'organiser un plan argumentatif. On va voir ensemble quelques méthodes. Alors, le premier plan qu'on va voir ensemble, c'est le plan dialectique. Alors, un plan dialectique procède à un examen critique. Ça veut dire, il prend une thèse et il va essayer de critiquer cette thèse. Donc, critiquer, ça peut être dire des mauvaises choses sur cette thèse, dire que la thèse est fausse. Ça peut aussi être dire que la thèse est bonne. D'accord ? Critiquer, c'est pas forcément dire du mal, ça peut être dire du bien aussi. Donc le plan dialectique va critiquer une thèse. Donc comment on procède ? Tout d'abord, on expose la thèse. Donc on examine, on explicite la thèse proposée. Dans une première partie, on va parler de la thèse et on va expliquer cette thèse. Dans une deuxième partie, on va voir l'antithèse. Donc là, on prend le contre-pied de la thèse. Contre-pied, ça veut dire l'inverse. Donc on va regarder ce que d'autres personnes disent, les personnes qui disent l'inverse de cette thèse, et on va regarder leurs arguments un par un. Une fois qu'on a examiné la thèse et l'antithèse, on va faire une synthèse. Vous savez ce que c'est une synthèse, on en a fait dans le cours dernier. Donc dans la synthèse, on concilie les deux thèses opposées. Ça veut dire on met ensemble les deux thèses, la thèse et l'antithèse, on les met ensemble dans une synthèse, et donc ça permet d'avoir un regard critique, un regard objectif sur la thèse qui était proposée au départ. Ce type de plan, le plan dialectique, c'est le plan le plus courant. Quand on est en France, qu'on fait ses études au collège et au lycée, le premier plan qu'on apprend, c'est le plan dialectique. Si vous parlez aux Français de faire une rédaction, de faire une dissertation, ils vont tout de suite vous dire thèse, antithèse, synthèse. C'est le plan qui est utilisé le plus fréquemment. Pourquoi il est utilisé fréquemment ? Parce que c'est un plan qui est objectif, qui permet de critiquer une thèse avec une antithèse et de comprendre objectivement, de manière neutre, un problème donné. Donc, le plan dialectique, pour résumer, thèse, antithèse, synthèse. Le deuxième plan qu'on va voir aujourd'hui, c'est le plan analytique. Donc on va analyser. Donc le plan analytique, il fait le point sur une question. Dans une première partie,
on va regarder les faits et les circonstances du problème. Dans une deuxième partie, on va regarder les causes et les origines du problème. Et enfin, les conséquences de ce problème et les solutions qu'on peut trouver. Donc, c'est une autre façon d'organiser son plan. C'est pas forcément mieux, c'est pas forcément moins bien. C'est à vous de voir, quand vous avez une argumentation à faire, de quel point de vue vous voulez partir. Donc ici, d'abord on analyse les faits, les circonstances, puis les causes, les origines, enfin les conséquences et les solutions. Ça, c'est le plan analytique. Une autre façon que vous pouvez choisir de faire votre plan, c'est de faire un plan comparatif. Donc le plan comparatif va confronter deux thèses. La réflexion peut s'organiser de deux manières. La première manière, on va d'abord, dans une première partie, examiner la première thèse. Dans une deuxième partie, on va examiner la deuxième thèse. Donc examiner ici, on explique, on parle de la deuxième thèse. Et dans une troisième partie, on va voir les points communs et les différences entre ces deux thèses. Donc ce plan permet de comparer deux thèses. Donc ça peut être pratique, par contre il faut avoir deux thèses sous la main. Et donc par rapport à tout à l'heure avec le plan dialectique et la thèse-antithèse, ici les deux thèses ne sont pas forcément opposées. C'est peut-être deux thèses qui peuvent se compléter l'une et l'autre. Et donc la deuxième façon de faire un plan comparatif, c'est la suivante. Tout d'abord, dans une première partie, vous exposez les points communs entre les deux thèses. Donc tout à l'heure, on exposait d'abord la première thèse, ensuite la seconde thèse, et ensuite on faisait une partie points communs différences. Ici, la première partie, on expose directement les points communs des deux thèses. Dans la seconde partie, on expose les différences entre les deux thèses. Et dans la troisième partie, on fait une refonte des deux thèses en une troisième. Ça veut dire, on va mélanger certains points des deux thèses pour trouver une troisième thèse. On va voir encore deux autres plans. Le premier plan, c'est le plan accumulatif. Accumuler, ça veut dire ajouter. Donc le plan accumulatif, il adhère à la thèse proposée. Ça veut dire qu'il est d'accord avec la thèse qui est proposée. Il commente et illustre chaque aspect du problème abordé. Les parties du plan reprennent chacun des aspects du problème. Donc ça, c'est si vous êtes d'accord avec la thèse, vous pouvez faire ce type de plan. Donc vous allez commenter chaque partie du problème et vous allez les illustrer avec des exemples. Vous allez utiliser des exemples pour que les gens puissent mieux comprendre. Et donc votre plan, forcément, doit suivre chacun des aspects du problème, chaque partie du problème. Enfin, le dernier type de plan qu'on va voir aujourd'hui, c'est le plan explicatif. Donc le plan explicatif organise la réflexion autour de quelques axes. Chaque axe de réflexion constitue une partie du plan. Donc un axe de réflexion, c'est un angle de réflexion. C'est pareil. Par exemple, pour la thèse qu'on avait tout à l'heure, les technologies ont facilité la vie quotidienne. Par exemple, on pourrait faire une première partie en disant « elles ont facilité la vie quotidienne au travail ». Ensuite, deuxième partie, elles ont facilité la vie quotidienne à la maison. Troisième partie, elles ont facilité la vie quotidienne à l'école, par exemple. Donc, à chaque fois, ici, chaque partie, c'est un axe de réflexion. C'est un angle de réflexion. Une partie du problème. Et donc, dans ce type de plan, chaque axe de réflexion, chaque partie du problème, forme une partie du plan. Donc, comme on a dit tout à l'heure, première partie, un axe de réflexion. Deuxième partie, un deuxième axe de réflexion, etc., etc. Bien, on va terminer ce cours sur l'argumentation avec un petit exercice. Donc dans cet exercice, je vous propose un texte argumentatif. Il est déjà écrit. Il n'est pas très difficile. Je pense pas qu'il y ait besoin d'expliquer beaucoup de mots de vocabulaire. Votre but, c'est de répondre aux questions qui sont en dessous. Première question,
c'est toujours les mêmes. Quelle est la nature du texte? Donc, est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est une conférence? Deuxième question, quelle en est la thèse? Donc, quelle est la thèse de ce texte? Attention, vous devez trouver la thèse de l'argumentation. Vous vous rappelez, pour trouver la thèse de l'argumentation, il faut se poser la question, pourquoi l'auteur écrit ce texte? Troisième question, quel type de plan est utilisé? Tout à l'heure, on a vu plusieurs types de plans. Essayez de trouver quel type de plan a été utilisé pour écrire ce texte. Voilà, donc je vous laisse un petit temps pour chercher et je reviens tout de suite avec les réponses. Voilà, donc on va voir si vous avez trouvé. On reprend la première question ensemble. Donc, quelle est la nature de ce texte? Cette question, vous devez être habitué maintenant, c'est facile, il faut regarder en bas du texte. Donc, ce texte est un article paru le 1er mai 2010 sur le site internet Développement durable. Ok. Question numéro 2, quelle en est la thèse? Donc ici, la thèse, elle est dans le premier paragraphe du texte, le tout premier paragraphe. Je vais lire le paragraphe. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne saurait vivre sans les technologies comme l'ordinateur, le téléphone mobile, la télé et autres. Ces technologies sont devenues partie intégrante de notre quotidien et vivre sans elles serait pour certains d'entre nous inimaginable. Donc quelle est la thèse? Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Ça veut dire que l'homme est dépendant de ces technologies. Donc la thèse de ce texte, c'est de dire que l'homme est dépendant des technologies. L'homme a besoin de ces technologies. Il ne peut pas vivre sans ces technologies. Enfin, quel type de plan est utilisé? Ici, c'est un plan accumulatif. L'auteur adhère à la thèse proposée. Il commente et illustre chaque aspect du problème abordé. Et les parties du plan reprennent chacun des aspects du problème. Donc, vous voyez ici, l'auteur, lorsqu'il parle du problème, il est d'accord pour dire que l'homme est dépendant de ces technologies. Il n'y a pas d'antithèse. Il ne dit à aucun moment que l'homme n'a pas besoin des technologies. Il ne dit que l'homme est dépendant des technologies. Donc c'est un plan accumulatif. Voilà, je vais vous laisser relire ce texte une deuxième fois et répondre aux nouvelles questions qui sont en dessous du texte. Les questions, donc question 1. Par quels arguments et exemples les auteurs montrent les avantages de la technologie? Donc trouvez les arguments et les exemples qui montrent les avantages de la technologie. Question 2. Par quels arguments et exemples les auteurs montrent les inconvénients de la technologie? Voilà, je vous laisse chercher les réponses et je reviens tout de suite. Donc, est-ce que vous avez trouvé tous les arguments et les exemples? On va regarder ça ensemble. Donc, la première question, par quels arguments et exemples les auteurs montrent les avantages de la technologie? Vous voyez dans le texte, j'ai mis en couleur les arguments et dans une autre couleur les exemples. Donc, premier argument, elle simplifie la vie de tous les jours. Ici, elle veut dire la technologie. Elle simplifie la vie de tous les jours. Et vous voyez l'exemple juste après. Prenons l'exemple d'une machine à laver. Donc vous voyez, l'argument a une portée générale. Elle simplifie la vie de tous les jours. Et l'exemple montre un cas particulier, le cas de la machine à laver. Le deuxième argument des auteurs, c'est que la technologie améliore la communication et la mobilité. Et les exemples qu'ils donnent,
c'est la communication qui est devenue instantanée et le fait qu'on puisse maintenant manger des fruits qui viennent de l'autre bout du monde. Donc je vous montre dans le texte ici. Donc l'exemple, la communication entre différents pays est presque instantanée. Deuxième exemple, on peut aujourd'hui goûter aux fruits et légumes frais qui hier encore se trouvaient dans leur verger à l'autre bout du monde. On va regarder maintenant la deuxième question. Par quels arguments et exemples les auteurs montrent les inconvénients de la technologie? Premier argument, les technologies polluent. Donc il parle de la pollution. On peut voir la phrase dans le texte. Bon nombre de technologies polluent l'environnement. Et donc les exemples qu'il donne, la voiture produit son lot de CO2, l'ordinateur est difficilement recyclable et l'industrie pollue la nature. Le deuxième argument qu'il donne, c'est que les hommes sont trop dépendants de leur technologie. Donc il dit nous sommes devenus très dépendants des technologies. L'exemple qu'il donne, on dit que les Japonais ne peuvent vivre sans électricité que pendant 3 minutes. Donc voilà tous les arguments et les exemples qui ont été donnés dans ce texte. Donc pour résumer, lorsque vous avez une argumentation à faire, tout d'abord, il vous faut une thèse. Une fois que vous avez trouvé votre thèse, vous pouvez chercher des arguments. Ensuite, chercher des exemples. Quand vous avez une thèse, des arguments et des exemples, vous essayez de les mettre ensemble pour créer un plan. On a vu aujourd'hui plusieurs plans différents. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux, celui que vous trouvez le plus logique, le mieux pour votre thèse. Une fois que vous avez choisi votre plan, que vous avez écrit votre plan, alors vous pouvez commencer à rédiger. Normalement, une fois que vous avez le plan, le reste, c'est facile. Rédiger une argumentation, c'est pas très compliqué. Il faut surtout avoir un plan. Le plan, c'est la partie la plus difficile. Voilà, notre cours de français C1 sur l'argumentation est terminé. Je vous souhaite une bonne journée à tous et on se revoit la prochaine fois. Au revoir. L'horloge tourne, les minutes sont des rides et moi je rêve d'arrêter le temps.